Au moment où son rire s'est tu pour se muer en murmure, j'ai su que quelque chose n'allait pas. C'était un de ces après-midi de fin d'été où l'air devient dense et où tout semble plus lourd qu'il ne le devrait. J'étais pieds nus dans le couloir, tenant le chargeur de son ordinateur portable, celui qu'elle m'avait demandé frénétiquement de prendre avant de partir au magasin. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'étais censé être déjà parti. Je n'avais pas prévu de m'attarder. Je n'avais pas prévu d'écouter quoi que ce soit, mais je suis resté figé sur place à la seconde où je l'ai entendu dire « Je ne peux plus faire semblant. Je ne l'aime pas, je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas respiré. » La chose suivante qui est sortie de sa bouche fut un petit rire. Pas le genre de rire qui s'échappe accidentellement. Le genre qui déborde de soulagement. Elle était assise dans notre cuisine, buvant du thé glacé avec sa sœur. La même cuisine où nous avions l'habitude de danser à minuit, juste parce que notre chanson passait en mode aléatoire. Le même endroit où elle avait pleuré quand nous avions perdu le bébé. Le même endroit où j'avais embrassé son front 1000 fois, en pensant que j'embrassais quelqu'un qui m'aimait en retour. « Je ne sais pas pourquoi je suis encore là », a-t-elle dit. Peut-être par culpabilité. Peut-être que je me sens juste mal pour lui. Mes doigts se sont crispés autour du chargeur. Pas parce que j'étais en colère. Parce que cette phrase confirmait un soupçon que j'avais été trop lâche pour formuler à voix haute. J'étais un fardeau, pas un partenaire, pas un mari, mais un projet qu'elle n'avait plus l'énergie de terminer. J'ai reculé sans faire de bruit. J'ai déposé silencieusement le chargeur sur les escaliers. Elle ne s'est jamais rendue compte de rien. Elle m'a envoyé un message 1 heure plus tard. « Merci, chérie. » Je n'ai pas répondu. J'ai passé la nuit à faire les 100 pas. J'ai essayé de me convaincre que c'était dit sur le coup de l'émotion. Qu'elle ne le pensait peut-être pas. Qu'elle se défoulait juste. Les gens se défoulent, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un défoulement. C'était la vérité qui cherchait la sortie la plus proche. Pendant les 6 jours qui ont suivi, j'ai joué le rôle du mari aimant comme si ma vie en dépendait. Je lui ai préparé son petit déjeuner. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir avant le travail. Je lui ai envoyé des playlists. Je lui ai demandé comment s'étaient passées ses réunions. Et chaque fois qu'elle me souriait en retour, je voyais quelque chose de vide derrière ses yeux, quelque chose que je réalisais maintenant être là depuis des années. Le 7e soir, j'ai prononcé 6 mots que je n'aurais jamais pensé dire, je pense qu'on devrait en rester là. Elle a cligné des yeux. Elle n'a même pas semblé surprise. Tout ce qu'elle a dit, c'est « d'accord ». Pas de dispute. Pas de question. Juste un « d'accord ». Comme si elle avait attendu que je le dise pour ne pas avoir à le faire elle-même. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. J'ai fait mes valises cette nuit-là, je suis parti en silence. Sans drame, sans grand discours. Juste ma brosse à dents, mes livres et une valise de vêtements qu'elle n'avait pas choisie pour moi. Je me suis évanoui dans la nature. Pendant 3 ans, je suis resté à l'écart. Et puis, vendredi dernier, alors que je prenais un plat à emporter, je me suis retourné dans la file d'attente. Et elle était là, portant le même collier que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire, tenant une petite fille et me regardant comme si elle venait de voir un fantôme. Mais ce qu'elle a dit ensuite, ça a tout changé. Je n'ai pas parlé en premier. Je ne pouvais pas. Ma bouche s'est légèrement entr'ouverte, mais rien n'est sorti. Je suis simplement resté là, dans ce coin étroit et suréclairé de ce restaurant thaïlandais, tandis que la femme qui avait été autrefois mon monde entier se tenait à quelques pas, une enfant sur la hanche, me fixant comme si j'étais celui qui avait disparu sans crier gare. Elle avait l'air plus âgée. Pas dans le mauvais sens du terme, juste usée. Ses yeux avaient une pesanteur différente, comme si elle avait enfin commencé à porter les fardeaux qu'elle avait l'habitude d'éviter. Et cette petite, une fille avec cette même boucle de cheveux si particulière que Trina avait l'habitude de replacer derrière son oreille quand elle était nerveuse, s'agrippait à son épaule, clignant des yeux vers moi comme si j'étais un étranger qui s'était trompé de rêve. Elle a prononcé mon nom doucement, comme si le dire trop fort pouvait la blesser. Emory. J'ai cligné des yeux. J'étais paralysé. Aucun autre client autour de nous ne semblait remarquer quoi que ce soit. Le garçon derrière le comptoir continuait de crier des numéros comme si de rien n'était. Mais pour moi, le temps s'est fracturé. 3 années se sont effondrées en une seule seconde. J'ai finalement réussi à dire « Salut ». C'est tout ce que j'ai pu formuler.
Pas, comment vas-tu? Pas, c'est ta fille? Juste, salut. Parce que toute autre chose aurait ouvert les vannes, et je n'étais pas sûr d'être prêt à me noyer. Elle a fait un pas de plus. Est-ce qu'on peut parler? Je ne savais pas quoi faire. Chaque fibre de mon être me hurlait de partir. De préserver la paix que j'avais construite, la tranquillité que j'avais gagnée. Mais l'expression sur son visage n'était pas celle que je reconnaissais. Trina avait l'habitude de porter des masques, sarcastiques, ennuyés, distantes. Mais là, il n'y avait pas de masque. Elle semblait à vif, fatiguée, presque repentante. J'ai hoché la tête une fois, sans un mot, comme si j'acceptais quelque chose d'irréversible. Elle m'a demandé si on pouvait s'asseoir dans sa voiture. Elle était garée juste devant. Elle a dit que sa fille, s'endormirait avec son biberon. Je l'ai suivie, toujours abasourdie, sans rien dire, observant simplement la manière dont elle attachait doucement la petite dans son siège auto. La petite fille m'a regardé et a souri. Je lui ai rendu son sourire, et quelque chose en moi s'est brisé. Une fois que nous étions assis sur les sièges avant, le moteur ronronnant et le bébé babillant doucement à l'arrière, elle s'est enfin tournée vers moi. « Je n'aurais jamais pensé te revoir », a-t-elle dit. J'ai failli ne pas croire que c'était toi. « Tu as l'air différente », ai-je murmuré. « Oui, la vie fait ça. » Elle s'est mordu la lèvre, a hésité. Elle s'appelle Ivy. Cela répondait à une question, mais pas à celle qui comptait. Je n'ai pas demandé qui était le père. Je n'ai pas demandé combien de temps après notre divorce elle était tombée enceinte. Je n'ai rien demandé parce que je pouvais déjà voir la réponse écrite sur son visage. C'était compliqué, et probablement pas joli. Puis, après ce qui a semblé être des heures, elle a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Je ne le pensais pas quand j'ai dit que je ne t'aimais pas, j'ai tourné la tête lentement, croisant son regard pour la première fois de la conversation. Quoi? Elle a secoué la tête, comme si elle avait attendu des années pour dire cela et qu'elle détestait maintenant le son que ça avait à voix haute. Ce soir-là, dans la cuisine. Tu m'as entendu, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas attendu. J'étais en colère, pas contre toi, mais contre moi-même. Je me sentais coincé, comme si je n'étais pas la femme que je voulais être, et je t'en ai tenu pour responsable parce que tu étais stable. Tu étais bon, et moi, je ne l'étais pas. Et au lieu de grandir, je t'ai juste rejeté. Silence. Après ton départ, a-t-elle continué, j'ai cru que je me sentirais libre, mais je me suis senti vide, comme si j'avais arraché la seule partie de moi qui était réelle, et qu'il ne restait plus que du bruit. Je pensais que le temps arrangerait les choses, mais ça n'a pas été le cas. Je voulais crier, lui dire qu'elle aurait dû dire tout ça il y a 3 ans. Lui demander où était cette prise de conscience quand je pleurais jusqu'à m'endormir dans une chambre de la taille d'un placard, me demandant ce que j'avais fait de mal. Mais au lieu de ça, tout ce que j'ai dit, c'est « Pourquoi maintenant ?» Ses mains tremblaient légèrement. Parce que je t'ai vu, et j'ai su que si je ne te disais pas la vérité, je ne me le pardonnerais jamais. J'ai regardé Ivy, profondément endormie, complètement inconsciente du réseau de débris qui enveloppait son existence. C'est alors que Trina a lâché la bombe finale. Elle n'a pas de père. Il est parti, il a dit qu'il n'était pas prêt. Je l'élève seul. Et certaines nuits, Emory, je reste éveillé en me disant que peut-être que je le mérite. J'avais la bouche sèche. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti d'amertume. J'ai ressenti quelque chose de pire. De la pitié. Et en dessous, quelque chose de bien plus dangereux. De la curiosité. Je n'ai pas répondu. Pendant un long moment, je suis juste resté là, sur le siège passager de sa voiture, entouré par le doux parfum du désodorisant et le son de la respiration d'Ivy. Mes doigts étaient raides à force de les serrer. Mes pensées étaient une tornade. Et pourtant, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Trina fixait le volant, les mains immobiles sur ses genoux. Sa voix s'était brisée sur le mot « mérite ». Et maintenant, elle faisait cette chose qu'elle faisait toujours quand elle se sentait exposée, pressant l'ongle de son pouce contre la paume de sa main comme pour s'ancrer dans la douleur. Je voulais lui crier dessus. Je voulais dire, tu crois que tu le méritais? Je t'ai supplié de me parler. Je t'ai tout donné. Et quand tu as eu la chance d'être honnête, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as laissé partir comme si j'étais une facture que tu venais enfin de régler. Mais au lieu de ça, j'ai regardé par la fenêtre. 3 ans.
C'est ce qu'il y avait entre nous. 3 ans de silence. 3 ans à ne pas savoir qui j'étais. Le fait que ce soit elle qui le brise, pas avec des excuses, pas avec une lettre, mais avec une rencontre fortuite en face à face, donnait à tout cela un sentiment étrangement inachevé. Finalement, j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Sa réponse est venue trop vite. « Je n'attends rien. » Je l'ai dévisagé. « Alors pourquoi tu me dis ça maintenant ?» Elle a dégluti. « Parce que je ne veux pas réécrire l'histoire, mais je veux que tu saches que tu n'as jamais été le problème. » C'était moi. J'aurais dû me sentir revendiqué. J'aurais dû ressentir quelque chose de triomphant, une conclusion silencieuse et satisfaisante. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue, épuisé à l'idée que ce n'est que maintenant, après des années de guérison forcée, qu'elle décidait de me livrer la vérité comme un prix de consolation. « Je ne suis plus le même homme », ai-je murmuré. « Je le vois bien », a-t-elle dit. « Tu as l'air posé, plus fort. » J'ai détesté ça. J'ai aimé entendre ça. Et j'ai détesté encore plus que cela fasse naître une chaleur dans ma poitrine. Comme si une partie de moi avait attendu qu'elle prononce ces mots exacts. Tu avais l'habitude de dire que j'étais trop sensible, ai-je dit, que je prenais les choses trop à cœur. Tu te souviens de ça? Elle a hoché la tête lentement. Oui, je m'en souviens. J'utilisais ça comme un bouclier, parce que si tu étais l'émotif, je n'avais pas à gérer mes propres émotions. Nous sommes restés silencieux à nouveau. Ivy a soupiré dans son sommeil, serrant son biberon comme une bouée de sauvetage. Et puis Trina a dit quelque chose que je n'attendais pas, tu te souviens de la nuit où on a dansé dans la cuisine? Après que la tempête a coupé le courant. Je m'en souvenais. Bien sûr que je m'en souvenais. Je m'en souvenais en haute définition. Nous avions allumé des bougies, versé du vin et dansé lentement sur une chanson dont nous ne connaissions pas les paroles. C'était le moment le plus honnête que nous ayons partagé. Juste 2 personnes enveloppées de silence, se balançant dans le noir comme si elles croyaient encore en l'éternité. Je pense beaucoup à cette nuit-là, a-t-elle murmuré. C'était la dernière fois que j'ai senti que je te méritais. Le poids de ces mots m'a frappé à la colonne vertébrale. Je me suis tourné vers elle, vraiment confus. Alors pourquoi as-tu tout jeté en l'air? Sa réponse a été comme un coup de poing dans les côtes. Parce que je pensais que j'avais besoin du chaos pour me sentir vivante. Voilà, la vraie confession. La vérité sous tous ses regrets superficiels et ses explications bien rangées. Elle n'est pas partie parce que j'étais ennuyeux. Elle est partie parce que j'étais stable, sûr, prévisible. Et pour quelqu'un comme elle, quelqu'un d'accro à la turbulence émotionnelle, l'amour sans douleur semblait plat. J'ai senti une pointe de colère alors, parce que je n'étais pas une phase. Je n'étais pas une expérience de confinement émotionnel. J'étais un homme qui l'aimait profondément. Je méritais plus que des excuses tardives dans une voiture devant un restaurant à emporter. Je ne suis pas ton filet de sécurité, Trina, ai-je dit, ma voix à peine assurée. Et je ne suis pas le type vers qui tu peux revenir quand le monde finit par te faire peur. Elle a hoché la tête à nouveau, cette fois plus lentement, comme si elle comprenait ce que je voulais dire, peut-être plus que moi. Je sais. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. Ça m'a arrêté net. Qu'est-ce que ça veut dire? Son regard s'est brièvement détourné vers le rétroviseur, puis est revenu sur moi. Promets-moi juste de garder l'esprit ouvert si quelque chose venait à se savoir. Les gens pourraient dire des choses. Les gens parlent. Quels gens? Elle a hésité. Il y a eu des complications avec mon ex, avec la naissance d'Ivy, avec tout. Promets-moi juste que tu te souviendras de ce que je t'ai dit aujourd'hui. La façon dont sa voix a baissé m'a glacé, parce que ce n'était plus seulement une confession. C'était un avertissement. Et soudain, j'ai réalisé que l'histoire que je croyais terminée depuis 3 ans n'avait même pas encore commencé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté au lit à fixer le plafond, le ventilateur bon marché au-dessus de moi grinçant à chaque tour, et sa voix ne cessait de se répéter dans ma tête. Les gens pourraient dire des choses, des complications. Promets-moi que tu te souviendras de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était censé signifier? Quels gens? De quoi avait-elle peur que j'entende? J'avais l'impression qu'elle avait ouvert une porte, m'avait donné juste assez de lumière pour savoir que j'étais dans une pièce différente, puis l'avait refermée brutalement. Je me suis tourné et retourné pendant des heures, mon esprit tournant en rond,
non seulement à son sujet, mais au sujet d'Ivy. Cette petite fille avait mon nez, mes oreilles, mon foutu sourire. Et le pire, c'est qu'une fois que je l'ai vu, je n'ai pas pu ne plus le voir. Le matin, la curiosité avait déjà commencé à me ronger comme la rouille. Je me suis dit que je n'allais pas m'impliquer. Que je n'allais pas fouiller dans sa vie ou chasser des fantômes. Mais si c'était vrai, pourquoi ai-je ouvert ma vieille boîte de rangement et sorti l'enveloppe Kraft étiquetée « Finalisation du divorce » ? Pourquoi ai-je commencé à la relire comme un détective amateur désespéré ? Tout semblait normal au début. Document standard, ma signature, sa signature. Mais ensuite, agrafé vers la fin, une page dont je me souvenais à peine. Une note de son avocat faisant référence à des ajustements d'assurance maladie prénatale. Ça m'a glacé le sang. Je l'ai relu. Prénatale. Mais elle ne m'avait jamais dit qu'elle était enceinte. Pas une seule fois. Elle ne l'avait jamais laissé entendre. Ça ne lui avait même jamais échappé. J'ai refermé le dossier et je suis resté assis, les doigts picotants. J'avais traversé ce divorce comme un somnambule. J'étais trop anéanti émotionnellement pour poser des questions, trop brisé pour regarder les détails. Je l'avais laissé garder la maison, les meubles, même cette fichue machine à expresso sans protester. Et maintenant, assis dans mon appartement trop petit 3 ans plus tard, je réalisais que j'avais peut-être manqué quelque chose de bien plus important. J'avais besoin de réponses, mais pas d'elle. Pas encore. À la place, j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis près de 2 ans. Sa sœur, Harry. Harry a répondu après 4 sonneries, sa voix instantanément lasse. Emory. Harry. Oui. Une question étrange, mais, tu as une minute ? Elle est restée silencieuse un moment. C'est à propos de Trina. Mon pouce est accéléré. Pourquoi supposerais-tu ça ? Parce qu'elle m'a appelé hier, a dit Harry. Elle a dit qu'elle t'avait croisé. Elle était bouleversée. Bouleversée ? Comment ça ? Elle a dit qu'elle t'avait dit la vérité. Ou une partie. Ça m'a asséché la gorge. Une partie. Harry a soupiré à l'autre bout du fil. Écoute, je ne veux pas m'interposer entre vous deux, mais si elle ne t'a pas encore tout dit, ce n'est pas à moi de le faire. Harry, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Est-ce qu'Ivy est née avant ou après le divorce ? Une autre pause, puis, Emory. Tu devrais parler à Trina de ça. J'ai serré les dents. Ce n'est pas une réponse. Elle ne te l'a pas dit, a demandé Harry, un peu trop surprise. Elle avait juré qu'elle le ferait. Ma voix s'est brisée. Alors, elle était enceinte quand elle m'a quitté. Harry a laissé échapper un soupir tremblant. Oui, mais ce n'est pas ce que tu penses. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, à peine capable de tenir debout. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a eu un long silence avant qu'elle ne dise quelque chose qui m'a frappé comme un marteau en pleine poitrine. Emory. Trina ne sait pas avec certitude qui est le père. Mon cerveau s'est engourdi. Elle quoi ? Elle voyait quelqu'un vers la fin de votre mariage. Elle m'a dit que ça ne signifiait rien, que c'était fini, qu'elle essayait juste de ressentir quelque chose. Vous vous éloignez et elle a paniqué, elle a pris de mauvaises décisions. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte après ton déménagement. Le timing était très serré. Elle a dit qu'elle a pensé à te le dire, mais elle ne voulait pas te piéger avec cette incertitude. Je ne pouvais plus respirer. Alors, à la place, elle m'a laissé partir en pensant que j'étais le problème, que je n'étais pas assez bien. Elle avait peur, dit Harry doucement. Mais oui, elle aurait dû te le dire. Mes jambes ont flanché et je me suis laissé glisser au sol. Le froid du carrelage dans mon dos n'a rien fait pour arrêter la chaleur qui montait à mon visage et dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un vol. Elle m'avait volé le droit de savoir, mon droit de décider, mon droit d'être un père, si c'était bien ce que j'étais. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la tristesse. J'ai ressenti de la rage. Mais pas le genre de rage bruyante et explosive. Le genre silencieux et calculateur, celui qui mijote derrière vos côtes et murmure, elle ne gardera plus ce secret. J'avais passé 3 ans à reconstruire ma vie avec du ruban adhésif et du déni. Il était temps d'arracher le pansement. C'est étrange de réaliser que tout votre passé peut être un mensonge ou, pire encore,
juste une version de la vérité que quelqu'un d'autre a décidé que vous méritiez. Je ne suis pas sorti de mon appartement cette nuit-là. Je n'ai pas mangé, pas dormi. Je suis juste resté assis, les jambes croisées sur le sol de la cuisine comme un homme attendant un téléphone qui ne sonnerait jamais, repassant chaque conversation, chaque détail, chaque moment anodin de notre dernière année ensemble. Soudain, tout semblait suspect, ses nuits tardives au travail, la façon dont elle se braquait quand je lui posais des questions simples, son téléphone toujours verrouillé, la façon dont elle hésitait juste une seconde quand je lui disais que je l'aimais. J'avais ignoré ces choses, les avais mises sur le compte du stress, de la vie, c'est ça, le mariage quand on n'a plus 25 ans. Mais maintenant, je savais. Maintenant, je savais que j'étais juste le type qu'elle gardait en attente pendant qu'elle courait après une vie qu'elle n'avait même pas le courage d'admettre vouloir. Le lendemain matin, je suis entré directement dans une pharmacie et j'ai acheté un test de paternité. Juste comme ça, sans hésitation. Je ne me suis même pas senti gêné, ce qui pour moi était inhabituel. J'ai vécu la majeure partie de ma vie embourbée dans l'autoculpabilisation. Mais ce matin-là, alors que je faisais la queue en tenant ce petit kit comme une arme chargée, je ne me sentais pas faible. Je sentais autre chose, comme si je reprenais enfin un morceau de ma propre histoire. Bien sûr, je ne pouvais pas simplement débarquer chez Trina et faire un prélèvement buccal à la petite, alors je lui ai envoyé un texto. Une seule phrase. Nous devons parler dans un endroit privé. Elle a répondu en quelques minutes. Elle m'a donné une adresse. Elle a dit qu'Ivy serait avec Harry pour quelques heures. J'ai conduit jusque-là sans musique, serrant le volant si fort que mes jointures me faisaient mal. Mes mains tremblaient. Pas de nervosité, mais à cause du poids d'une question dont je n'étais pas sûr de vouloir la réponse. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle avait l'air différente cette fois. Sans maquillage, sans faux semblant, juste Trina, fatiguée, à vif et réel. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à quelqu'un qui avait vécu avec les conséquences, pas seulement les avait créées. Entre, a-t-elle dit. Sa voix n'avait pas le tranchant d'avant. Elle était plus douce, mais pas faible. Plutôt comme quelqu'un qui avait cessé de prétendre être incassable. Je suis entré. Elle m'a conduit à la cuisine. Le même modèle de machine à expresso que j'avais autrefois abandonné lors du divorce se tenait silencieusement dans le coin. Je l'ai regardée et elle l'a remarqué. Je ne l'ai jamais utilisée, a-t-elle dit. Elle est juste là. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Mon attention n'était plus sur le passé. Elle était sur la boîte dans la poche de ma veste. Je l'ai sortie et l'ai posée sur la table entre nous. Son visage a perdu toute couleur. Emory, j'ai besoin de savoir, ai-je dit doucement. Je ne demande pas ça pour te punir. Je ne suis pas ici pour faire une scène, mais s'il y a la moindre chance qu'Ivy soit la mienne, je mérite de le savoir. Elle a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts. D'accord, a-t-elle dit. D'accord, je vais chercher un échantillon. Je veux le faire moi-même, ai-je ajouté. Sans jeu. Elle a hoché la tête, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer, mais au lieu de ça, elle s'est retournée et a quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un petit coton-tige dans un sac scellé. Harry m'a aidé à le faire ce matin, a-t-elle dit. Je savais que tu le demanderais. Je l'ai fixé. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité plus tôt? Elle a regardé ses mains. Parce que je n'étais pas sûr de la vérité, et parce que j'avais peur. Je l'ai toujours. C'était la première chose honnête que je croyais qu'elle ait dite depuis des années. J'ai pris l'échantillon, l'ai emballé avec le kit. Elle a proposé de payer la moitié du test. J'ai refusé. Si c'est ce que je pense, ai-je dit, tu as déjà assez pris. Les 5 jours suivants ont été une torture. Je suis allé au travail, j'ai suivi la routine, mais mon esprit n'était nulle part près des feuilles de calcul et des réunions du matin. Il était bloqué sur ces secondes où j'ai vu les yeux d'Ivy, des yeux qui reflétaient les miens de trop près. Puis l'email est arrivé. J'ai cliqué sur le lien, les mains tremblantes, et c'était là. Probabilité de paternité, 99,97%. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai lu encore et encore. Je ne pouvais pas y croire. J'étais père. J'étais père depuis 3 ans, et personne ne me l'avait dit. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai pleuré. Pas seulement de chagrin, mais de regret pour le temps perdu. Pour la pensée de 3 anniversaires que je n'ai jamais célébrés,
3 Noëls que je n'ai jamais pu gâcher avec des jouets surdimensionnés. 3 ans de ses premiers mots, ses premiers pas, son premier tout perdu, volé. Pas par le destin, pas par accident, mais par choix. Le choix de Trina. Mais cette fois, la décision de ce qui allait suivre, celle-là était la mienne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une minute. Je me suis assis sur le bord de mon lit avec les résultats de paternité brillant toujours sur mon écran, mon pouce planant au-dessus du bouton de transfert comme s'il avait besoin d'une permission pour envoyer la vérité. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais envoyé parce que certaines vérités ne sont pas faites pour être livrées via un écran. Elles doivent être dites à voix haute, pas pour le drame, pas pour la confrontation, mais parce qu'elles pèsent trop lourd pour être tapées. À 6h42 du matin, j'étais déjà dans la voiture. Je n'avais pas de plan, pas de discours préparé. Je ne savais qu'une chose, j'avais besoin de regarder Trina dans les yeux et de lui demander comment diable elle avait pu décider que je ne méritais pas de connaître ma propre fille. Quand elle a ouvert la porte, son visage m'a tout dit. Elle savait déjà. Que ce soit parce qu'elle avait fait le même test dans mon dos ou simplement qu'elle l'avait toujours pressenti, je ne saurais le dire. Mais ses yeux se sont posés sur l'enveloppe dans ma main avant même que je parle. C'est la mienne, ai-je dit. Elle a fermé la porte derrière elle et s'est appuyée contre, croisant les bras comme pour s'empêcher de s'effondrer. Je sais. Le silence entre nous s'est fissuré comme de la glace. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, une excuse, une explication, une raison. Mais ce que j'ai eu à la place, c'est la confession silencieuse d'une femme qui avait déjà répété chaque réplique et savait pourtant qu'aucune d'elles ne tomberait en douceur. J'ai voulu te le dire 100 fois, a-t-elle dit. Mais j'avais peur que tu me détestes. J'ai fait un pas en avant. Je t'ai déjà détesté, Trina. Je t'ai détesté pendant des années. Pour la façon dont tu me regardais comme si j'étais un meuble. Pour la façon dont tu te fermais au lieu de parler. Pour la façon dont tu souriais à des inconnus mais ne pouvais même pas me dire bonne nuit. Mais ça, j'ai levé l'enveloppe, ça ne concerne pas la haine. Ça concerne une petite fille qui ne connaît même pas le nom de son père. Parfois, elle appelle quelqu'un d'autre papa, a-t-elle murmuré. Il n'est plus là, mais quand elle voit des dessins animés, elle pointe l'écran et dit papa, comme si c'était un jeu, mon cœur s'est brisé en deux. Pourquoi ne lui as-tu pas dit? Parce que je ne savais pas si je pourrais supporter ce qui arriverait si tu disais que tu ne voulais pas faire partie de sa vie. Je l'ai regardé, stupéfait. Alors ta solution a été de m'effacer complètement? De construire une version de son monde où je n'existais même pas. Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux, la honte s'accrochant à elle comme le brouillard. J'ai manqué son premier anniversaire, Trina. Ses premiers pas, son premier tout. Tu comprends ça? Les larmes ont jailli de ses yeux, mais je m'en fichais. Pas à ce moment-là. Pas après ce que j'avais perdu. J'ai pleuré l'idée d'être père parce que tu m'as laissé croire que ça n'arriverait jamais. Et pendant tout ce temps, elle était juste là. Je sais, a-t-elle chuchoté. Non, tu ne sais pas, ai-je craché. Tu ne peux pas. Puis elle a dit quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. Tu veux la rencontrer? Tout en moi s'est arrêté. Elle est à l'étage, a-t-elle ajouté. Elle dort encore. Je tremblais. Je me sentais comme un étranger dans ma propre vie. Une partie de moi voulait faire demi-tour, partir, reconstruire à distance. Mais l'autre partie, celle qui avait passé 3 ans à vivre dans une coquille, savait que c'était un moment que je ne me pardonnerais jamais d'avoir fui. Je ne veux pas qu'elle soit confuse, ai-je dit. Si j'entre, je ne repartirai plus. Tu comprends ça? Trina a hoché la tête. C'est ce que je veux. Je pense qu'elle le mérite. Nous avons monté les escaliers ensemble, lentement et silencieusement. Chaque marche ressemblait à une fissure dans un barrage qui avait retenu trop d'années de douleur. La porte de sa chambre était légèrement entr'ouverte, une lumière rose filtrant à travers les stores. À l'intérieur, Ivy dormait, blottie dans une mer d'animaux en peluche, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme qui m'a presque fait pleurer en la voyant. Trina s'est agenouillée près du lit et lui a doucement frotté le dos. « Chérie » a-t-elle murmuré. « Quelqu'un est venu te rencontrer. » Ivy a bougé, a cligné des yeux et m'a regardé avec ces mêmes yeux que je voyais dans le miroir chaque matin. Pendant un moment, elle a juste fixé, ce regard curieux de petite fille, sans filtrer à vif. Puis elle a souri. « Salut. » Ce simple mot m'a brisé.
Je suis tombé à genoux. Salut, ai-je dit, ma voix déjà tremblante. J'ai attendu si longtemps pour te dire ça. Elle a ri et a tendu la main pour me donner un petit lapin en peluche bleue. Je l'ai pris avec des mains tremblantes. Ce matin-là, je n'ai pas seulement rencontré ma fille. J'ai rencontré une version de moi-même que je croyais morte. Celle qui croyait encore qu'il lui restait quelque chose à donner. Mais rien dans ce monde ne revient proprement. Rien ne recule sans un coup. Et juste au moment où je pensais que le pire était passé, quelque chose d'autre a fait surface. Quelque chose que Trina n'avait jamais prévu de me dire. Le matin où j'ai rencontré Ivy a été la première fois depuis des années que j'ai senti le temps s'arrêter pour les bonnes raisons. Après qu'elle m'ait tendu ce petit lapin bleu, elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste continué à me regarder, penchant la tête, clignant de ces mêmes longs cils que je reconnaissais sur de vieilles photos de famille de moi. Elle avait mon nez, le menton de Trina, et quelque chose d'autre en elle. Quelque chose que je ne pouvais pas mettre en mots. Nous n'avions pas besoin de mots. Elle a grimpé sur mes genoux comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Sans peur, sans hésitation, comme si une partie d'elle m'avait toujours attendu aussi. Je suis resté des heures. Nous avons mangé des céréales ensemble à la petite table dans le coin de la cuisine. Elle a insisté pour verser son lait elle-même. Ça a éclaboussé partout et j'ai ri, et Trina a ri aussi, mais je crois que son rire venait plus de la nervosité que de la joie. Elle continuait de m'observer comme si elle s'attendait à ce que je disparaisse ou que j'explose. Peut-être les deux. J'ai aidé Ivy à construire une tour de cubes dans le salon pendant que Trina se tenait à l'écart, observant, en silence, incertaine de sa place dans cette nouvelle scène qu'elle n'aurait jamais cru exister. Je ne lui en voulais pas pour cette partie. C'était compliqué. Nous construisions quelque chose à partir d'années de silence, de regrets et de pertes. Il n'y avait pas de manuel pour ça. Plus tard cet après-midi-là, Ivy est allée faire la sieste et je me suis levé pour partir. Je ne le voulais pas, mais j'avais besoin d'espace, pas d'elle, mais de la lourdeur de tout ça. J'ai dit à Trina que je l'appellerais. Elle a hoché la tête et m'a raccompagné à la porte. Pour la première fois, elle semblait incertaine de ce qu'il fallait dire. « Tu as été bon avec elle », a-t-elle dit doucement. « J'ai été bon dans beaucoup de choses », ai-je répondu, mais tu ne m'en as pas donné l'occasion. Elle a semblé vouloir argumenter, mais elle ne le pouvait pas. Je suis parti, mais le destin n'en avait apparemment pas encore fini avec moi. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Harry. J'étais surpris, elle était restée silencieuse depuis notre dernière conversation. Sa voix semblait différente cette fois, tendue, pressée. « Je dois te donner quelque chose », a-t-elle dit. J'aurais probablement dû le faire il y a des années, mais je ne savais pas quoi en faire. Je pense que tu es enfin prêt. Elle n'a pas voulu expliquer au téléphone. Elle m'a dit de la retrouver chez elle. Quand je suis arrivé, elle m'a tendu un journal relié en cuir enveloppé dans un sac en plastique. Il était usé, ses bords déchirés comme s'il avait été transporté partout, mais rarement ouvert. Elle l'a laissé chez moi juste après le divorce, a dit Harry. Elle ne voulait pas le jeter, mais elle ne supportait pas de le lire. Moi non plus, mais quelque chose me dit que tu devrais. Je l'ai ramené à la maison, me suis assis sur le canapé, l'ai fixé pendant 20 minutes avant de l'ouvrir. Les premières pages étaient remplies de pensées éparses, de frustrations griffonnées, de poésie à moitié aboutie. J'ai failli abandonner jusqu'à ce que j'arrive à une entrée datée de seulement 4 jours avant qu'elle ne demande le divorce. Je crois que je suis enceinte. Je ne l'ai pas dit à Emory. Je ne suis même pas sûr que ce soit le sien, mais une partie de moi espère que oui, car si c'est le cas, peut-être que je ne me sentirai pas si coupable de tout le mal que je lui ai fait. J'ai arrêté de respirer. J'ai tourné la page. Il a été si gentil ces derniers temps, me préparant du café, proposant de faire ma lessive. Je ne peux pas le regarder dans les yeux. Il ne sait pas. Je l'ai trompé. Pas une fois. Ni même avec une seule personne. Ce n'était pas physique au début. Ça a commencé avec des messages, puis des vers, puis des mensonges. Je pensais que ça comblerait le vide en moi. Ça n'a pas marché. Maintenant, je suis juste vide et lâche. Je suis resté figé. Mon estomac s'est noué. Le poids du journal sur mes genoux aurait pu être un bloc de béton. Elle n'avait pas seulement commis une erreur. Elle n'était pas partie seulement parce que nous nous éloignions. Elle avait vécu 2 vies, une avec moi, une autre en secret, puis elle s'était enfuie avant d'avoir à les réconcilier. J'ai continué à lire.
Si c'est son bébé, peut-être que ça veut dire que je n'étais pas entièrement mauvaise. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore être avec lui. Mais je ne peux pas l'affronter maintenant. Je ne peux pas supporter le regard qu'il me lancerait s'il venait à le savoir. Page après page, des regrets, de la confusion, rien sur l'amour, rien sur l'effort, juste de la culpabilité et de la peur. J'ai fermé le journal, les larmes piquant au coin de mes yeux. Elle n'avait jamais prévu de me le dire. Elle avait été prête à effacer la vérité, à élever notre fille dans un monde soigneusement organisé où mon rôle était définitivement absent, tout ça pour éviter d'affronter les conséquences de sa propre déchéance. J'ai regardé l'horloge. Minuit. J'aurais dû aller me coucher, mais au lieu de ça, j'ai appelé Trina. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Emory. J'ai lu, ai-je dit. Le journal. Silence. Ivy est ma fille. Et je serai dans sa vie. Mais toi et moi, nous ne reviendrons jamais à ce que nous étions. Jamais. Tu comprends ça? Oui, a-t-elle murmuré. Je serai un père, ai-je dit, mais pas ta seconde chance. Et je le pensais. Parce que l'amour peut survivre à presque tout, sauf à la trahison qui se cache derrière le silence. 3 semaines se sont écoulées après cette nuit-là. Des semaines calmes. Pas de cris, pas de disputes prolongées, pas de scènes dramatiques, juste de l'espace, le genre d'espace qui permet aux blessures de respirer. Je n'ai pas parlé à Trina pendant quelques jours après notre appel. J'avais besoin de laisser la gravité de tout cela s'installer. J'avais besoin de me souvenir de qui j'étais avant ces mensonges et de qui je pourrais encore être après. Mais une chose n'a jamais failli. Mon engagement envers Ivy. À partir du moment où j'ai su qu'elle était mienne, tout a changé. Soudain, toute la douleur, toutes les années que j'avais passées à me blâmer, à m'effondrer en silence, à me cacher dans des cabinets de thérapie, à prétendre que je n'étais pas vide, tout avait un contexte. Tout avait un sens. Je n'avais pas tout perdu. J'avais trouvé quelqu'un que je ne savais même pas avoir. Ma fille. Le premier week-end après que tout soit sorti, j'ai emmené Ivy au zoo. C'était un petit endroit, mais elle en parlait comme si nous allions dans une autre galaxie. Elle m'a tenu la main tout le temps, a tout montré du doigt, a nourri les chèvres, a imité les bruits des singes et m'a demandé si on pouvait revenir tous les jours pour toujours. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'entendre sa voix dire « nous » me serrait la poitrine de la meilleure des manières. Nous avons acheté de la glace sur le chemin du retour. Elle s'est barbouillé le visage de chocolat et je lui ai donné des serviettes les unes après les autres, mais elle a continué à sourire à travers tout ça, fière de son désordre. C'est à ce moment-là qu'elle m'a appelé « papa » pour la première fois. Pas Emory, pas monsieur, juste papa. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je ne pouvais pas. Mon cerveau a court-circuité. Puis j'ai hoché la tête, lui ai rendu son sourire et j'ai dit « oui, ma chérie ». Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mais à l'intérieur, c'était un ouragan de toutes les émotions que j'avais enfouies pendant des années. Trina a tenu parole. Elle n'a pas interféré. Elle n'a pas essayé de réparer les choses entre nous ou de perturber Ivy avec des histoires sur notre passé. Elle a respecté les limites que j'ai fixées. Elle m'a même envoyé une note manuscrite quelques jours plus tard, une que je n'ai toujours pas jetée. Elle disait « Tu as toujours été la meilleure personne. Merci d'être le père qu'elle mérite, même quand je ne te méritais pas, je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau. Quelques mois plus tard, j'ai demandé les droits de garde officiels. Conjointe au début pour maintenir la stabilité, mais j'ai déménagé dans un appartement plus grand, un avec une vraie chambre pour Ivy. J'ai peint les murs en jaune pâle et je l'ai laissé choisir des draps avec des petits soleils et des nuages. Elle a commencé à l'appeler « la chambre du ciel de papa ». Nous faisions des crêpes tous les dimanches. Elle en brûlait la plupart, mais nous les mangions quand même. J'ai recommencé à tenir un journal, non pas par douleur, mais par gratitude. Je me suis même ouvert à quelques amis que j'avais écartés pendant le divorce. Je leur ai dit la vérité, toute la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti honteux. Je me suis senti reconstruit. Ivy a eu 4 ans au printemps. Nous avons fait une petite fête dans le parc. Je l'ai regardé courir sur l'herbe, chasser les bulles, riant comme s'il n'y avait aucun poids au monde. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle ne m'a pas seulement sauvé de mon passé.
Elle m'a donné un avenir. Un qui n'était pas hanté par le souvenir d'un mariage raté ou l'écho de non-dit, mais un avenir rempli d'histoires du soir, de dessins d'école et de petites mains cherchant la mienne sur les parkings. Alors, voici la vérité. J'ai perdu une femme, mais j'ai trouvé une fille. Et au final, je crois que j'y ai gagné au change, car maintenant, pour la première fois de ma vie, je ne survis pas. Je vis. Avec elle, avec de l'espoir, avec un but. Et c'est peut-être ça, l'histoire que j'étais destiné à écrire depuis le début.